Bonjour, je vous retrouve pour la troisième étape du Mini-TP numéro 7 qui va vous permettre de voir un sujet que nous n'avons pas eu le temps de traiter en cours, à savoir l'insertion dans les bases de données. Alors cette étape du Mini-TP demande quoi? Dans la page actuelle de contact, on a un formulaire à gauche dans lequel on a déjà mis du JavaScript pour faire le contrôle de saisie. Il nous reste à insérer les données qui sont saisies dans le formulaire quand elles sont bonnes dans la base de données. Donc il va falloir laisser partir en effet le formulaire, les données du formulaire, les récupérer côté serveur et faire la requête SQL qui va bien pour insérer tout ça dans la base de données. Donc ça c'est le sujet principal et puis deux questions annexes qui demandent de répartir tous les traitements en base de données que l'on a fait dans des fonctions et de mettre ces fonctions dans des includes, histoire d'organiser un petit peu notre code. Donc voilà ce que l'on va traiter. Alors même si ce n'est pas un sujet qu'on a vu en théorie en cours, vous allez voir que le code que l'on va écrire pour faire ça n'est pas si différent de ce qu'on a fait. On appelle toujours une requête, on exécute la requête, on teste la requête. Après, c'est une histoire de syntaxe de la requête et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors, je vous rappelle que notre page, pour l'instant, est dans cet état-là. On a une liste qui maintenant affiche les commentaires provenant de la base de données. On a un formulaire ici avec le contrôle de saisie qui est fait, c'est-à-dire que tant que tout ça n'est pas bon, on a beau cliquer, le formulaire ne part pas. Et quand on saisit quelque chose de bon, donc une adresse mail ici, alors le formulaire part. Quand je vais cliquer sur le bouton, regardez bien l'URL en haut et vous allez voir que le contenu du formulaire part sous forme de paramètres dans l'URL, de la même façon que quand on avait vu le passage de paramètres entre une liste et un écran, une page de détail, on avait fait circuler un identifiant. Et bien de la même façon, ici, le système envoie à chaque fois le nom d'un champ égale une valeur et le nom d'un champ égale une valeur et pardon, la valeur elle va jusque là et le nom du troisième champ égale une troisième valeur. Pourquoi trois champs? Parce qu'il y a trois champs dans le formulaire. Donc ça veut dire qu'on va partir de ce principe là pour récupérer ces informations là côté serveur dans le tableau $_get que l'on a vu pour la transmission de paramètres entre deux pages. Et on va récupérer ces cases de tableau pour les insérer dans la base de données. Si on regarde au niveau SQL, le SQL qu'il faut écrire, PHPMyAdmin peut nous le montrer, puisqu'on a la possibilité ici, dans PHPMyAdmin, d'insérer un nouvel enregistrement dans la table. Donc je vais mettre ici le nom de la personne qui devrait écrire, le mail de la personne et son commentaire. Pour vous faire voir que quand j'exécute ceci, PHPMyAdmin va faire un insert dans la base, c'est-à-dire qu'il fait ce que nous devons faire dans notre code PHP. Et si on regarde bien, la ligne a été insérée, certes, mais surtout, le système nous fait voir quelle requête il a exécutée pour ça, afin de mettre les données dans la base. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'évidemment, ce n'est pas un select. Alors, on la voit peut-être mieux ici encore. C'est un insert, logique, on veut insérer des données dans la base. Donc, on insère into la table dans laquelle on veut écrire. Alors ici, vous voyez qu'on est dans une écriture générique de PHPMyAdmin. Il préfixe le nom des tables par le nom de la base. Ma base de données s'appelle 1A, la table s'appelle MiniTP, donc le nom de la table c'est 1A.minitp. On pourra écrire juste le nom de la table dans le code que nous allons écrire. Ensuite, vous avez un premier bloc de parenthèses qui représente les colonnes dans lesquelles on doit venir remplir des valeurs. Il y a 4 colonnes dans la table, on retrouve les 4 colonnes ici. PHPMyAdmin est un mécanisme automatique, donc il met toutes les colonnes. MiniTP ID, MiniTP name, MiniTP mail, MiniTP comment. Et ensuite, il précise les values qui doivent être mises à l'intérieur de ces 4 colonnes. Il y a 4 colonnes, donc il y a 4 valeurs
Première valeur, je vais y revenir. Deuxième valeur, ce que j'ai saisi dans le champ nom. Troisième valeur, le mail. Quatrième valeur, le commentaire. Alors la première valeur, pourquoi elle est marquée nulle? C'est parce que au niveau de la structure de cette table, la colonne d'identifiant est la colonne de clé primaire. Et la colonne de clé primaire ici est demandée auto-increment. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui allons gérer la valeur. On demande à la base de données de gérer automatiquement l'incrément de cette valeur. Donc, que l'on passe dans notre requête 1, 2, 12, 250, ça ne change rien. Il ne va pas tenir compte de cette valeur-là. C'est le système qui va venir écraser. Donc, comme le système a généré toutes les colonnes, il a été obligé de mettre une valeur dedans. Il met nul. Mais ça veut dire que nous, en fait, on va faire l'insert avec simplement ces trois colonnes-là, avec les trois valeurs issues du formulaire. Voilà ce que l'on doit écrire comme requête. Alors maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va coder ça? On peut imaginer des tas de choses. Nous, on va imaginer que quand on est dans la page, ici, qu'on remplit le formulaire, vous voyez que pour l'instant, on revient à la même page. Les paramètres sont bien transmis dans l'URL et on revient à la même page. Et donc, pourquoi pas? J'ai envie de dire, on peut se contenter de ça. Il faudrait peut-être juste rajouter une petite mention pour dire merci, votre commentaire a bien été pris en compte. Par contre, si on arrive dans cette page-là en ayant envoyé un commentaire, ce qui serait bien, c'est que du coup, il s'affiche dans la liste de droite. On vient en fait ajouter, ici le bouton il pourrait s'appeler ajouter un commentaire dans la liste qui est à droite. Cette liste elle est triée par ordre chronologique inverse. Le dernier qu'on envoie est donc le premier qui devrait s'afficher en haut de la liste. Voilà ce que l'on va faire. Donc ça veut dire que le code, on va le mettre dans cette page-là. Il va falloir trouver un endroit pour que, quand le code ici fabrique la liste, alors il retrouve l'élément qu'on vient d'insérer. Ça veut dire qu'il va falloir faire l'insertion avant cette ligne 24 qui relie la base de données, qui fait une relecture des informations de la base de données. Il faut donc que ça soit avant. Alors avant, ça peut être à la ligne 22, mais on va le faire, nous, hors de la structure HTML. Il n'y a aucune raison, on ne va pas produire de HTML dans ce code-là. Donc ça veut dire qu'on pourrait le faire ici. Donc ici, je vais créer un nouveau PHP. Je vais surtout essayer d'écrire la balise correctement. Voilà, et c'est donc là qu'il va falloir créer le code qui fait l'insert. Alors, est-ce qu'on a besoin de rétablir la connexion au serveur? La connexion au serveur, elle est établie à la ligne 16. Donc, on a déjà la connexion au serveur. J'ai envie de dire, tout va bien. Donc, ça veut dire qu'on peut démarrer directement par ce que l'on a à faire. Alors, ce que l'on a à faire, vous allez trouver le code théorique dans les diapos, évidemment. Ce code va ressembler à ça. Je vous explique le if juste après. On fabrique la requête $query égale et entre guillemets, on va écrire notre requête. Donc celle que je viens de vous faire voir dans phpMyAdmin. Insert into une table. Vous voyez que ce code, c'est le code sur la base blog. Entre parenthèses, les trois colonnes que l'on veut remplir. Values, entre parenthèses. Vous apercevez une parenthèse à chaque bout. Une concaténation ici qui est faite avec trois cases d'un tableau get, c'est-à-dire trois cases qui viennent de la requête de l'URL et qui viennent donc de champs de formulaire. Le premier champ s'appelant auteur, le deuxième champ s'appelant contenu, le troisième champ s'appelant titre. Et bien nous on va faire la même chose avec nos trois champs du formulaire, le nom, le mail et le commentaire. Je vous préciserai des choses au moment où on l'écrira. Ensuite, une fois qu'on a écrit cette requête dans la variable, on exécute la requête MySQL query, on récupère le résultat dans une variable $q, et on teste. Alors ici, on teste juste le cas où ça ne marche pas. Si on a rencontré un problème, alors il faut le dire et on affiche un message d'erreur. Donc, if not $q, on fait un die avec le message à la fois personnalisé et le message système. Puis on verra éventuellement si on améliore les choses après. Ensuite, tout ce code-là, il faut le faire quand la page se recharge. Donc quand on arrive ici, dans l'URL il y a des paramètres, alors il faut faire l'insert, puis ensuite afficher la liste. Sauf que quand j'étais dans, si je retourne sur la page d'accueil, si je retourne dans Contact, quand j'arrive dans cette page-là, il ne faut pas faire l'insert. Parce que dans l'URL, il n'y a pas de valeur.
Donc, c'est pas la peine d'essayer de récupérer quelque chose et de l'insérer, on va rien trouver dans l'URL. Ça veut dire qu'on a deux cas de figure. Soit on arrive dans cette page-là comme ça et il ne faut pas faire l'insert, soit on arrive dans l'URL, dans la page, comme ça, et alors là, il faut procéder à l'insert. Ça veut dire qu'il va falloir mettre un test. Si j'ai des valeurs dans l'URL, alors je fais l'insert, et sous-entendu, si je n'ai pas de valeur dans l'URL, je ne fais pas d'insert. Donc voilà ce que vous avez dans le code ici. C'est un test qui vérifie si cette case-là, alors une des cases, on n'a pas besoin de vérifier toutes les cases, il suffit d'en avoir une pour savoir qu'on vient de l'envoi d'un formulaire. Donc ici, le système teste la case auteur dans le tableau get. IsSet, ça veut dire est-ce que ça existe, et donc si ça existe, alors on a des paramètres dans l'URL, on procède à l'insert. Et donc, il n'y a pas de else, parce que dans le else, si on n'a pas de case auteur, eh ben, il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'on est dans l'appel direct de la page. Il faut juste afficher le contenu. Voilà la différence entre les deux. Bien, au niveau de la concaténation, un petit mot avant de rentrer dans le code. Vous voyez qu'il y a plein de points, il y a plein de petits bouts. Hein. Je vous avais dit qu'on ferait beaucoup de concaténation dans les requêtes SQL. Bah, c'est le cas ici, puisqu'à chaque fois, on va venir concaténer la case du tableau, une virgule, puis une autre case, une virgule, puis une autre case. Et ce qu'il y a en plus, c'est que les valeurs ici sont des valeurs, ça c'est une valeur numérique parce que c'est une clé étrangère, ça c'est une valeur texte, c'est le contenu, ça c'est une valeur texte, donc des chaînes de caractères, parce que c'est le titre. Et partout où vous voyez des valeurs de type texte, donc pour contenu et titre, vous voyez autour dans la concaténation des simples guillemets ici, simple guillemets là, simple guillemets ici, qui doivent être présents pour que le SQL puisse faire son travail. Si vous regardez la requête que je vous faisais voir tout à l'heure, vous voyez que le nom est encadré par des simples guillemets, le mail ici est encadré par des simples guillemets, on n'a pas de valeur numérique, sauf nul, qui est une sorte de valeur numérique, qui elle n'est pas entre guillemets. Bon, nous on va avoir que des valeurs de type texte, le nom, le mail, le commentaire, donc il faudra penser dans la concaténation à fabriquer tous ces guillemets. Voilà, je vais arrêter la vidéo sur cette partie-là, c'était la partie théorique, et dans la deuxième vidéo, on va se lancer dans le code. A tout de suite.